Chers étudiants, bonjour. Je suis heureux de vous présenter les grands axes du module de finances publiques à travers ce canal audiovisuel. Après avoir mis en évidence les grandes phases d'élaboration et d'adoption de la loi de finances durant la dernière séance, nous allons aujourd'hui focaliser l'attention sur une des étapes cruciales dans la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement, à savoir l'étape d'exécution de la loi de finances. C'est par cette exécution que le gouvernement projette d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre des priorités tracées, priorités que nous avons rappelées les dernières séances. Si l'élaboration et l'adoption de la loi de finances sont du ressort du gouvernement et du Parlement, la phase d'exécution revient au gouvernement. Bien sûr, l'exécution est une étape de laquelle se charge le gouvernement. C'est pour cette raison qu'on qualifie le gouvernement d'appareil exécutif. Donc, après la préparation puis l'adoption de la loi de finances, la procédure budgétaire se poursuit avec l'exécution de cette loi. Il ne suffit pas de préparer, il ne suffit pas d'adopter, il s'agit également d'exécuter ce qui a été prévu dans le cadre de la loi de finances. Il s'agit par exemple, pour l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2020, d'exécuter la loi de finances adoptée par le Parlement. Alors, on va donner quelques chiffres pour cette loi de finances 2020 pour voir quel est le montant des dépenses à réaliser, quel est le montant des recettes à collecter. Donc en chiffres, il s'agit de collecter, d'assurer le recouvrement en matière de recettes de à peu près 255,5 milliards de dirhams, dont 235,5 milliards de dirhams en termes de recettes fiscales. Donc lorsqu'on va exécuter, il faut collecter ces recettes-là, qui s'élève à près de 255 milliards. Mais bien sûr, les recettes vont être utilisées pour couvrir les dépenses. Il s'agit d'intervenir et de réaliser les dépenses. Donc, il y a les dépenses ordinaires. On reviendra en détail, bien sûr, sur la structure du budget de l'État. Il y a les dépenses ordinaires d'une valeur de 250,6 milliards de dirhams, dont les dépenses de compensation, qui ont été prévues à hauteur de 14,6 milliards de dirhams. On sait bien que les dépenses de compensation jouent un rôle central dans la préservation du pouvoir d'achat des ménages. Donc au Maroc, il s'agit de subventionner les prix du gaz butane, du sucre et de la farine pour permettre un pouvoir d'achat aux ménages. Bien sûr, il s'agit également de réaliser des dépenses d'investissement d'une valeur de 78,2 milliards de dirhams. Donc, l'étape sur laquelle nous allons focaliser l'attention, c'est l'étape d'exécution. Mais pour aborder cette étape, il faut au préalable tracer son cadre juridique. Donc, ce que nous appelons le cadre juridique de l'exécution de la loi de finances. Donc, pour qu'il y ait exécution, il faut d'abord préciser son cadre juridique, comme ce que nous avions fait pour les autres étapes, à savoir étape d'élaboration, l'étape d'adoption, donc s'inscrivent dans une logique juridique. Alors, le cadre juridique, l'exécution du budget s'effectue conformément aux règles de la comptabilité publique. Donc, nous allons ajouter maintenant, dans le cadre de l'exécution de la loi de finances, un autre texte de loi. C'est le décret royal numéro 330/66, tel qu'il a été modifié et complété. C'est le décret royal portant règlement général de comptabilité publique du 21 avril 1967, tel qu'il a été modifié et complété. Donc il faut voir la version de janvier 2019, parce qu'il a fait l'objet de plusieurs modifications et il a fait l'objet d'un ensemble de compléments. Alors, on ne peut pas analyser, présenter l'exécution de la loi de finances sans revenir au décret royal portant règlement
général de comptabilité publique. Alors, l'exécution nécessite le retour à cette comptabilité publique. Qu'est-ce que la comptabilité publique? La définition est donnée par ce décret royal portant règlement général de comptabilité publique. Dans son premier paragraphe, article 1, premier paragraphe, la comptabilité publique s'entend de l'ensemble des règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. Donc, c'est quoi la comptabilité publique? C'est un ensemble de règles. Donc, il n'y a pas d'exécution sans respect de ces règles. Les règles qui concernent les opérations financières et comptables de l'État et bien sûr des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements. Alors, ces personnes morales sont appelées dans le présent décret royal, sont appelées organismes publics. Donc, toutes les personnes morales concernées par la comptabilité publique sont appelées organismes publics. Alors, si on revient à cette définition, on peut relever les éléments suivants. La comptabilité publique, c'est deux éléments. Un, c'est un ensemble de règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'État et des collectivités territoriales, notamment, quelles opérations, notamment les recettes et les dépenses publiques. Ce sont des règles qui concernent les opérations financières et comptables de l'État et des collectivités territoriales. Ça, c'est le premier élément. C'est aussi, et c'est le deuxième élément, un ensemble de règles qui déterminent les obligations et les responsabilités qui incombent aux agents chargés de l'exécution de ces opérations. Donc, et c'est le deuxième élément très important, c'est-à-dire un élément qui va concerner les agents qui vont se charger d'exécuter la loi de finances. Nous allons voir tout de suite qu'il y a deux agents. Il y a d'abord les ordonnateurs, ensuite il y a les comptables publics. Donc la comptabilité publique, non seulement, et c'est le premier élément, régit les opérations financières et comptables des organismes publics, mais aussi c'est un ensemble de règles qui déterminent les obligations et les responsabilités de ces agents chargés de l'exécution des opérations réalisées par ces organismes publics. Nous avons dit, ces opérations ne sont rien d'autre que, un, les recettes, et deux, les dépenses. Les recettes publiques, et bien sûr, les dépenses publiques. Voilà. Donc, l'exécution de la loi de finances s'appuie sur le texte du décret royal portant règlement général de comptabilité publique. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, de ce texte découle un ensemble de principes fondamentaux. Un ensemble de principes fondamentaux que sont les principes qui vont nous éclairer la procédure d'exécution de la loi de finances. Alors, dans une logique de sincérité, de prudence et de transparence, la comptabilité publique repose sur deux principes fondamentaux. N'oubliez pas que nous nous inscrivons dans le cadre général des réformes, dans le cadre général de la bonne gouvernance des finances publiques avec les objectifs que nous avons tracés précédemment. Il s'agit d'utiliser les ressources publiques pour atteindre les meilleurs résultats pour le citoyen, les meilleurs résultats pour le citoyen en matière de services publics, en matière d'infrastructures publiques. Donc, dans cette logique de sincérité, qui est un principe, dans cette logique de prudence, dans cette logique de transparence, il y a deux principes sur lesquels repose la comptabilité publique. Le premier principe, c'est la mise
des opérations financières sous la responsabilité de deux ordres d'agents, les ordonnateurs et les comptables. Donc il y a deux agents qui sont chargés d'exécuter les opérations financières, d'exécuter la loi de finances. Il y a les ordonnateurs et les comptables qu'on va essayer de présenter tout de suite après. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, aussi important, c'est le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables dont les fonctions sont incompatibles. Donc il y a une séparation entre les ordonnateurs et les comptables. Toujours, les deux principes répondent à cette logique de sincérité, de prudence, de transparence que nous voulons donc atteindre. Donc on va commencer par le premier principe, c'est le principe qui concerne la responsabilité de l'exécution des opérations financières. Donc l'exécution des opérations financières est à la charge de deux types d'agents. Alors il y a les ordonnateurs, il y a les comptables. L'exécution de la loi de finances est confiée à deux autorités physiques distinctes. Deux autorités physiques distinctes, les ordonnateurs et les comptables. Ces deux autorités ont donc le soin d'exécuter les recettes et les dépenses publiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en donnant l'exemple de la loi de finances 2020, il y a des dépenses à réaliser, des recettes à collecter. Qui va s'en charger? Ce sont 1, les ordonnateurs, 2, les comptables. Ces deux autorités tiennent des comptabilités différentes, avec des prérogatives certes distinctes, mais complémentaires, mais aussi elles ont des responsabilités différentes. Alors on va commencer d'abord par les ordonnateurs. Après on passera aux comptables publics. Les ordonnateurs ont été définis par l'article 3 du décret royal portant règlement général de comptabilité publique. C'est pour cela que nous avons tracé au départ notre cadre juridique. L'ordonnateur public de recettes et de dépenses est toute personne ayant qualité au nom d'un organisme public, au nom de l'État, au nom d'un établissement public, au nom d'une collectivité territoriale. Il a qualité au nom de cet organisme pour 1. Engager, 2. Constater, 3. Liquider, 4. Ordonner, soit le recouvrement d'une recette, soit le paiement d'une dette. Donc, retenez bien les concepts qu'on va utiliser. L'ordonnateur a la qualité au nom d'un organisme public. Donc, il intervient au nom d'un organisme. Il va exécuter au nom d'un organisme. Ça peut être le ministère, c'est l'État, ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être la région, etc. Donc, pour engager, on va définir par la suite ce qu'on entend par engagement, constater, liquider, ordonner, donner l'ordre, soit pour le recouvrement d'une recette, collecter une recette, un impôt, soit le paiement d'une dette, d'une dépense, payer le loyer d'un établissement public, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Pour résumer, les ordonnateurs constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent, liquident et ordonnance ou mandatent les dépenses. Donc, les opérations des ordonnateurs sont centrées sur 1, les recettes, et sur 2, les dépenses publiques. Donc, les ordonnateurs relèvent de deux types d'ordres, de grandes catégories. Après, on verra, il y a peut-être 3. On va parler d'ordonnateurs principaux, d'ordonnateurs délégués, de sous-ordonnateurs. Alors, les ordonnateurs, il y a
ceux qui sont parfois appelés les ordonnateurs principaux. Il y a les sous-ordonnateurs, mais aussi il y a les ordonnateurs délégués. Alors, on va tout de suite après donner des exemples d'ordonnateurs. Au terme des 3 premiers paragraphes de l'article 64 du décret royal portant règlement général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié, et je cite, de droit, les ministres sont ordonnateurs des recettes et des dépenses de leur département, des budgets des services de l'État gérés de manière autonome et des comptes spéciaux qui leur sont rattachés. C'est clair. On pose la question, tout à l'heure on a dit, ces agents qui sont chargés d'exécuter la loi de finances, dans ces agents, il y a les ordonnateurs. Les ministres sont des ordonnateurs. Donc tous les ministres sont des ordonnateurs des recettes et des dépenses de leur département. C'est-à-dire que ces ministres donnent l'ordre d'exécuter les recettes et les dépenses publiques. Les recettes et les dépenses publiques telles que autorisées par la loi de finances, telles que prévues par la loi de finances, telles que évaluées par la loi de finances. Alors, comme ordonnateur, on trouve, à côté des ministres, les présidents des conseils des collectivités territoriales. On a 3 types de collectivités territoriales. Il y a les communes, donc les présidents des conseils communaux. Il y a les régions, les présidents des conseils régionaux. Et puis vous avez les présidents des conseils provinciaux et préfectoraux. Donc ça c'est un autre exemple, à côté des ministres. Un autre exemple, c'est celui des présidents des universités marocaines publiques. Les présidents des universités marocaines publiques sont des ordonnateurs. Et donc, comme je viens de le dire, c'est sous la responsabilité des ordonnateurs, et bien sûr après des comptables publics, que les lois de finances sont exécutées. Donc voilà les ordonnateurs au sens premier du terme. Toutefois, des décrets peuvent instituer ordonnateurs des directeurs généraux ou des directeurs lorsque les nécessités du service le justifient. On distingue aussi les ordonnateurs délégués et les sous-ordonnateurs. Comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, il y a les ordonnateurs, parfois appelés les ordonnateurs principaux, et les ordonnateurs délégués, et puis vous avez les sous-ordonnateurs. Alors, on va commencer par les ordonnateurs délégués. Les ordonnateurs délégués, ce sont les ordonnateurs qui peuvent, conformément à la loi relative aux délégations de signature des ministres, secrétaires d'État, etc., déléguer. Les ordonnateurs délégués, ce sont des ordonnateurs pour lesquels on a délégué une signature. Donc, ça veut dire que les ordonnateurs que nous avons cités tout à l'heure peuvent déléguer leur signature par voie d'arrêté établi en 3 originaux, dont 2 sont destinés à l'information du ministre des Finances. Alors là, les ordonnateurs délégués reçoivent délégation de signature de la part des ordonnateurs principaux. Bien sûr, ces originaux doivent comporter le spécimen de la signature du délégataire. Donc, puisqu'on délègue la signature par voie d'arrêté. Les ordonnateurs délégués sont des ordonnateurs qui ont reçu délégation de signature. Les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs délégués bénéficiaires de la délégation de signature de la part des ordonnateurs principaux ont à leur disposition les mêmes crédits, les mêmes enveloppes budgétaires. Alors voilà pour les ordonnateurs délégués. Les ordonnateurs délégués sont des ordonnateurs qui ont reçu délégation de signature. Alors maintenant, deuxième type d'ordonnateur après les ordonnateurs délégués, en plus des ordonnateurs principaux, il y a les sous-ordonnateurs. Sous leur responsabilité et leur contrôle, les ordonnateurs peuvent par voie d'arrêté
soumis au visa du ministre des Finances, instituer des sous-ordonnateurs auxquels ils délèguent leur pouvoir. Tout à l'heure, on a parlé de délégation de signature. Ici, pour les sous-ordonnateurs, il s'agit de déléguer des pouvoirs dans les limites qu'ils fixent par ordonnance de délégation de crédit. Donc il y a les ordonnateurs principaux, les ministres, les présidents de conseil des collectivités territoriales, par exemple aussi les présidents des universités publiques marocaines, et les ordonnateurs délégués, ce sont des ordonnateurs qui ont reçu délégation de signature de la part des ordonnateurs principaux, et puis vous avez les sous-ordonnateurs qui reçoivent délégation de pouvoir de la part des ordonnateurs, mais qui restent sous leur responsabilité et leur contrôle, dans les limites qu'ils fixent par ordonnance de délégation de crédit. Alors, toujours concernant les ordonnateurs, pour l'exécution des opérations de recettes et de dépenses du budget des services de l'État gérés de manière autonome, les chefs des 10 services sont désignés sous-ordonnateurs par voie d'arrêté soumis au visa du ministre des Finances. Toutefois, lorsque les nécessités de service le justifient, les chefs de service de l'État gérés de manière autonome peuvent être institués ordonnateurs par décret. Alors voilà, pour les ordonnateurs, un des agents chargés d'exécuter la loi de finances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une des autorités physiques dans le cadre de l'exécution de la loi de finances. Deuxième autorité physique, deuxième agent chargé d'exécuter les lois de finances, on trouve les comptables. Les comptables, qu'on appelle aussi les comptables publics. Selon l'article 3 du décret royal portant règlement général de comptabilité publique, et je cite, le comptable public est tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d'un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres. Donc, le comptable public, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire ou agent qui a la qualité d'exécuter au nom d'un organisme public, qui peut être l'État, qui peut être une collectivité territoriale, qui peut être aussi un établissement public. Cet agent, ce fonctionnaire, qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va exécuter des opérations financières. Ce sont des opérations de recettes ou des opérations de dépenses ou de maniement de titres. Donc comment il va exécuter? Soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, l'argent dont il dispose, soit par virement interne d'écriture, soit encore par l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilité dont il ordonne ou surveille les mouvements. Alors, le comptable public est un fonctionnaire ou un agent qui exécute à son tour, au nom d'un organisme public, les opérations de recettes et de dépenses. Donc, nous constatons ici, c'est nécessaire de le dire, que et l'ordonnateur et le comptable public constituent les pièces maîtresses dans l'opération et dans la phase d'exécution de la loi de finances. Alors, tout à l'heure, on avait distingué les différents types d'ordonnateurs. La même chose, on va faire la même chose, concernant les comptables publics. On distingue d'abord les comptables du Trésor, ensuite les comptables spéciaux. Alors, les comptables du Trésor ont une hiérarchie. Alors, la hiérarchie des comptables du Trésor, ayant à leur tête le trésorier général du royaume, est constituée, outre le trésorier général du royaume, des trésoriers régionaux, préfectoraux, provinciaux, des percepteurs et des agences comptables à l'étranger. Donc, lorsqu'on parle de comptables publics, qui sont des agents, des fonctionnaires, qui ont pour qualité d'exécuter au nom d'un organisme public les opérations financières, c'est-à-dire d'exécuter la loi de finances. Donc, il y a
à la tête de ces comptables du Trésor le trésorier général du royaume, les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux, il y a les percepteurs, il y a les agences comptables à l'étranger. On va commencer par le trésorier général du royaume. Au terme de l'article 66 du décret royal portant règlement général de comptabilité publique, le trésorier général du royaume, 1, est le comptable supérieur du royaume. En cette qualité, c'est le comptable supérieur du royaume. C'est à la tête des comptables publics. 2, il centralise l'exécution comptable du budget de l'État, des budgets des segments, des comptes spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie. Donc c'est le comptable supérieur, mais aussi il centralise l'exécution comptable de la loi de finances. C'est un comptable assignataire des ordonnateurs de l'État. C'est un comptable assignataire. C'est quoi un comptable assignataire? Le comptable assignataire, c'est le comptable public auprès duquel il est accrédité un ordonnateur. Est accrédité un ordonnateur. Vous voyez le lien entre comptable public et l'ordonnateur. Et qui a seule compétence pour exécuter les opérations comptables de cet ordonnateur. Donc, c'est le comptable, le trésorier général du royaume et le comptable assignataire des ordonnateurs de l'État. Lorsque j'ai dit ordonnateurs de l'État, c'est les ministres, par exemple. Le trésorier général du royaume a la responsabilité de présenter annuellement au juge des comptes, c'est-à-dire la Cour des comptes, un compte de gestion pour ses opérations. Il doit présenter annuellement un compte de gestion pour ses opérations. Rappelez-vous la question de la transparence, la question de la reddition des comptes. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. Alors, voilà pour le sommet de la hiérarchie du trésorier général du royaume. Il y a aussi les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux. Les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux constituent les subordonnés directs du trésorier général et agissent en conséquence sous sa responsabilité et sous son contrôle. Donc, ce sont des subordonnés, mais agissent sous sa responsabilité et sous son contrôle. Ils sont désignés comptables assignataires des opérations budgétaires des sous-ordonnateurs. Ils sont également tenus, en leur qualité de comptables principaux, de produire annuellement à la Cour des comptes un compte de gestion de leurs opérations. Troisième catégorie de comptables publics, les percepteurs. Les percepteurs. Ce sont donc des agents rattachés initialement à l'administration des impôts. Depuis 1964, ils sont rattachés à la trésorerie générale et dépendent du trésorerie régional, préfectoral ou provincial. L'action des percepteurs se focalise essentiellement sur les recettes, puisqu'ils se chargent de recouvrer l'ensemble des impôts directs de l'État ainsi qu'un grand nombre de taxes et droits divers tels que les produits des domaines, la taxe sur la valeur ajoutée, etc. En leur qualité de comptables principaux, les percepteurs sont tenus de soumettre annuellement leurs comptes à la Cour des comptes. Quatrième catégorie de comptables publics, les agences comptables à l'étranger. L'agent comptable central est chargé d'effectuer pour le compte de l'État les opérations de recettes et de dépenses à l'étranger. Il a à sa disposition auprès des missions diplomatiques ou postes consulaires des agents comptables qui lui sont hiérarchiquement subordonnés. Alors, en quoi consistent leurs attributions? Donc, principalement l'encaissement des droits de chancellerie, redevances ou autres droits, paiement des dépenses budgétaires imputées sur les crédits délégués par le ministère chargé des Affaires étrangères. Alors, en chiffres, le réseau de la trésorerie générale du Royaume est constitué, entre autres, de 8 trésoreries régionales, de 191 trésoreries préfectorales
et provinciales, de 54 trésoreries préfectorales et provinciales et de 191 perceptions, sans oublier les agences comptables à l'étranger qui sont de 97. Ah, bien sûr, il y a les comptables publics et puis vous avez principaux, vous avez les autres comptables, ce que nous appelons aussi les comptables spéciaux. Il s'agit de comptables qui ont des compétences spéciales, telles que les receveurs comptables de l'administration des douanes, les receveurs de l'administration fiscale et les secrétaires greffiers près les juridictions. Chacun de ces comptables assume l'entière responsabilité des opérations qu'il est amené à exécuter. Il est tenu de soumettre ses comptes annuellement à la Cour des comptes. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que l'exécution de la loi de finances s'inscrit dans un cadre juridique qui s'appuie sur le texte du décret royal portant règlement général de comptabilité publique. Que l'exécution de la loi de finances s'appuie sur deux agents. Il y a les ordonnateurs et les comptables publics. Les ordonnateurs existent sous trois types. Il y a les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les sous-ordonnateurs. Bien sûr, à côté de ces ordonnateurs, pour l'exécution des dépenses publiques, il y a aussi les comptables publics. À leur tête, vous avez le trésorier général du royaume. Le résultat de l'exécution, c'est de réaliser les dépenses, d'effectuer les dépenses, mais aussi de collecter les recettes dans le but d'atteindre les objectifs fixés et tracés par le gouvernement dans sa politique générale. La prochaine séance sera réservée au principe de la séparation entre les ordonnateurs et les comptables, mais aussi on va réserver la prochaine séance à la question de l'exécution de la loi de finances au niveau des recettes. Merci pour votre aimable attention.